Harcèlement sexuel au Sénégal, le phénomène gagne du terrain dans les écoles selon un rapport de Human Rights Watch. Au Burundi, le président du groupe parlementaire d'opposition, Amizero Yabarundi, est accusé d'avoir planifié l'élimination du président Nkurunziza. Puis les autorités libyennes restent opposées au projet européen. Ils visent à créer sur leur territoire des plateformes de débarquement de migrants. Dans le document de 98 pages, Human Rights Watch met à nu le phénomène de harcèlement sexuel dans les collèges et lycées sénégalais. Les constats accablants pointent du doigt le comportement du personnel enseignant. Selon l'organisation, plusieurs professeurs abusent de leur autorité pour obtenir des relations sexuelles avec des jeunes collégiennes. Il y a des enseignants abusifs qui vraiment exploitent les enfants aux écoles. Et ils exploitent de certaines manières. Surtout, ils exploitent la vulnérabilité de beaucoup de filles qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école ou rester à l'école, disons pour payer les frais scolaires. Il y a aussi des enseignants qui vraiment font le chantage avec des filles, des élèves. Ils leur disent que s'ils ne sortent pas avec eux, ils vont avoir des mauvaises notes qui ne vont pas passer. Intitulé « Ce n'est pas normal, exploitation, harcèlement et abus dans les écoles secondaires au Sénégal », le rapport a été réalisé sur la base d'entretiens et de discussions de groupe avec plus de 160 filles et jeunes femmes dans 4 régions du Sénégal, notamment à Dakar et en Casamance. Des localités où le phénomène du harcèlement sexuel dans les collèges est omniprésent, selon Human Rights Watch, qui dénonce par ailleurs des failles dans le mécanisme de protection de l'enfant à l'école au Sénégal. En 2013, le Sénégal a adopté une grande stratégie de protection de l'enfant qui a mis en place des comités de protection de l'enfant un peu partout, dans tous les niveaux. Même au village, on trouve qu'il n'y a pas tellement une grande connexion entre le comité, les agents ou les représentants du comité de protection de l'enfant et les écoles. Dans son rapport, Human Rights Watch n'a pas déterminé l'ampleur et la prévalence des abus sexuels à l'encontre des élèves. L'organisation appelle les autorités éducatives sénégalaises à adopter en urgence une série de recommandations, parmi lesquelles d'introduire un programme d'études solides sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Les 5 journalistes enlevés travaillent pour Africa News, un tri hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Leurs ravisseurs seraient des policiers habillés en civil. Des hommes en tenue civile se sont présentés à la rédaction et ont enlevé, je parle enlevé, donc ils ont kidnappé les 5 confrères qui sont restés à la rédaction pour le marbre. Et ils ont été conduits vers une destination inconnue. À en croire le rédacteur en chef d'Africa News, ces enlèvements sont en lien avec un article publié dans le journal. Nous avons publié un article relatif à l'enquête initiée par l'inspecteur général de la police nationale congolaise sur les détournements des rations des élèves policiers. Cet incident, qui survient à quelques semaines de l'élection présidentielle du 23 décembre, est fortement dénoncé par l'Union nationale de la presse du Congo. Il y a une vingtaine de journalistes qui ont été inquiétés, soit arrêtés, soit emprisonnés. Alors nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse être arrêté définitivement avant que nous entrions dans la campagne électorale. Reporters sans frontières, qui dénonce également une vague d'arrestations arbitraires en RDC, demande la remise en liberté immédiate des 5 journalistes. Notons que Kinshasa occupe la 154e place sur 180 dans l'édition 2018 du classement de la liberté de la presse établi par cet organisme international. La décision en question ne nous étonne pas. Et
Nous avons à la tête de notre État des gens qui ont embastillé le Conseil supérieur de la magistrature afin de peser, d'orienter les décisions de justice, empêcher les hommes et les femmes de droit de dire réellement le droit. Voilà ce qui s'est passé hier. Ce fut une manifestation honteuse et qui traduit l'intrusion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Notre démocratie est en deuil. Ils ont obtenu une décision, mais la bataille judiciaire ne fait que commencer. Ce qui est fait aussi pour nous distraire, mais nous tenons encore. Nous demandons par la même occasion à tous les Béninois, épris de paix et de justice, de rester sereins. Je demande à nos militants et à nos sympathisants d'être sereins. Sébastien Adjavon est certes hors du territoire national, mais nous gardons contact, nous gardons espoir que cette décision n'est pas une décision finale et seuls par nos luttes, par le travail sur le terrain, nous allons pouvoir gagner la bataille. Dans une allocution délivrée à la télévision publique burundaise, le ministère de la Sécurité publique accuse Pierre Célestin Ndikumana, président du groupe parlementaire d'opposition Amizero Yabarundi, d'avoir planifié l'élimination du président Pierre Nkurunziza ainsi que celle d'autres hautes personnalités burundaises. Selon le porte-parole du dit ministère, il s'agit d'un complot visant à éliminer le président burundais, mais aussi son vice-président Gaston Sidemo, le deuxième vice-président Joseph Boutoré et le président de l'Assemblée nationale Pascal Nyamenda. La tâche aurait été confiée à un commando dont 3 membres présumés ont déjà été arrêtés. Parmi eux figure un homme qui a travaillé comme domestique pendant quelques mois en 2015 chez Pierre Célestin Ndikumana. Cet ancien domestique aurait avoué avoir été recruté par l'opposant dans le but de perpétrer les assassinats déjoués. L'homme aurait par ailleurs avoué avoir tenté d'assassiner début octobre un couple de députés du parti au pouvoir, toujours sur l'instigation de Pierre Célestin Ndikumana. Ce dernier évoque pour sa part un montage grossier qui vise à l'intimider et à le faire taire. C'est une insulte à mon intelligence que de dire que je voulais faire un coup d'État et décapiter les institutions avec 3 domestiques de maison, s'est-il offusqué. Du côté de l'Assemblée nationale, on assure qu'une procédure de levée d'immunité parlementaire va être lancée incessamment contre sa personne. Parallèlement, l'enquête va se poursuivre selon la police pour identifier toutes les personnes qui sont derrière le complot allégué. Dirigée par l'ex-rebelle Hutu Agathon Rwasa, la coalition des indépendants Amizero Yabarundi est considérée comme le principal rival du CNDD-FDD du président Pierre Nkurunziza. Plusieurs ONG locales et internationales ainsi que les Nations Unies ont déjà dénoncé à maintes reprises la terrible répression qui frappe ses partisans depuis 2010. Pas de centre de débarquement de migrants en Afrique du Nord. Les pays de la région maintiennent leur refus d'accueillir ce projet de l'Union européenne destiné à créer sur leur territoire des plateformes de débarquement de migrants afin d'éviter qu'ils n'arrivent directement en terre européenne. Selon le ministre libyen des Affaires étrangères, tous les pays d'Afrique du Nord rejettent cette proposition, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye également. Fin juin, les dirigeants européens avaient décidé lors d'un sommet de réfléchir à des plateformes de débarquement de migrants sauvés en Méditerranée afin de mieux maîtriser le flux migratoire à destination de l'UE.
Mais depuis le début, les pays d'Afrique du Nord susceptibles d'accueillir ces centres sont opposés à cette idée. Il s'agit entre autres de la Libye qui actuellement compte 30 000 migrants illégaux détenus, tandis que 750 000 autres se trouveraient sur le reste du territoire national. Le pays collabore avec l'UE pour renvoyer sur leur terre d'origine ces migrants, même si certains États, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, refusent de les reprendre. Notons que la Libye, qui est devenue l'un des principaux pays de transit pour les migrants subsahariens tentant de rejoindre l'Europe, a conclu des accords avec le Tchad, le Niger et le Soudan pour renforcer la protection de sa frontière sud afin d'endiguer le flux des arrivées sur son sol. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a réitéré à l'issue d'un long entretien avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré ce vendredi à Ouagadougou la disponibilité de la France à aider à la sécurisation du Burkina Faso touché par des attaques djihadistes récurrentes. On redire de la part de la France et de la part du président Macron combien nous sommes solidaires et disponibles. Solidaires dans le combat, disponibles dans l'action pour faire en sorte que ce combat contre le terrorisme, qui est un combat commun, puisse donner des résultats. On a toujours pensé que c'est un problème dans le désert, c'est arrivé au Sahel et ça peut arriver au niveau des côtes en Afrique de l'Ouest parce qu'on parle maintenant d'attaques à la frontière avec le Bénin et le Bénin ce n'est plus le Sahel. Donc on doit rester soudés, on doit se serrer les coudes avec nos forces qui sont des forces alliées dans notre zone, principalement les Français avec la force Barkhane. Jean-Yves Le Drian s'est ensuite rendu à l'inauguration de la Maison de l'innovation et de la jeunesse, nommée La Ruche, qui doit catalyser l'interaction entre les jeunes talents, les start-up du numérique ainsi que l'offre française d'enseignement supérieur. C'est la suite du discours du président Macron à l'université Kizerbo. La France croit aux capacités de la jeunesse burkinabé et le démontre en contribuant à mettre en œuvre ce lieu qui est un lieu de création, d'innovation et de création du Burkina de demain. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Une arrivée de champions et un optimisme débordant. Ça, c'est la vague démocrate, celle qui va déferler ici dans tous les États-Unis. Harley Rouda mène la bataille démocrate dans le comté d'Orange, bastion républicain du sud de Los Angeles. Et il s'attaque à une montagne. Sa circonscription est dirigée par le Parti républicain depuis 47 ans. Pourquoi je pense pouvoir gagner? Car la démographie change et aussi parce que le Parti républicain a pris un virage très à droite. Et les gens veulent des candidats qui se rapprochent du centre, qui pensent d'abord à eux et au pays. Alors les bénévoles du parti, parfois tout juste en âge de voter, battent le pavé des quartiers cossus, à la rencontre des déçus de Donald Trump. Objectif, les faire changer de bord. La difficulté, c'est de convaincre les républicains très à droite, de les inciter à se recentrer et pourquoi pas de voter pour une fois pour un démocrate. Trump est le symbole du Parti républicain en ce moment et certains républicains ne l'aiment pas du tout. Certains républicains et surtout des républicaines. En Californie, les propos du président sur les femmes ont du mal à passer. Dans sa villa luxueuse, avec vue sur le Pacifique, Catherine, républicaine depuis toujours, assure qu'elle cochera les cases démocrates sur son bulletin de vote. Trump considère les femmes comme des objets. Il croit qu'il peut faire ce qu'il veut car il est riche et puissant. Je pense qu'il est vraiment raciste, qu'il a divisé le Parti républicain sur la religion, le genre, l'orientation sexuelle. Il est nuisible au Parti républicain. Je pense qu'il a changé le parti pour toujours.
D'après les sondages, les 7 circonscriptions du comté d'Orange pourraient être démocrates le soir du 6 novembre. Une vague bleue inédite au bord du Pacifique et peut-être décisive au niveau national.